Salam alaikum, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Rudy Vervoort, le président de la région de Bruxelles-Capitale et bourgmestre de la commune des Verts. M. Vervoort, bonsoir. Bonsoir. Alors, à la dernière réunion du comité de concertation, il n'y avait aucune décision qui a été prise. Une surprise pour vous ? Oui, si on regarde les jours qui ont précédé, on s'inscrivait plutôt dans un programme d'assouplissement, donc pas directement dire voilà on rouvre tout, mais on avait l'intention d'ouvrir quelques perspectives, que ce soit au 1er mars, au 1er avril, au 1er mai, ainsi de suite. Et puis le matin même du comité de concertation, on a eu une conférence téléphonique avec le Premier ministre qui nous a dit voilà... tous les experts nous disent que les chiffres de contamination, d'hospitalisation, en ce compris en soins intensifs, se dégradent. Et donc, il vaut mieux suspendre toute nouvelle mesure d'assouplissement, au moins pendant une semaine, pour voir si on est vraiment face à une troisième vague ou pas. On a simplement maintenu ce qui était prévu d'ouvrir, c'est-à-dire les métiers de contact qui étaient encore fermés, comme les esthéticiennes et autres. Mais pour le reste, voilà, on a préféré un statu quo. Je pense que c'est une sage décision. Il vaut mieux faire un stop plutôt que de relâcher pour après, 15 jours ou 3 semaines après, se rendre compte qu'en fait, il faut à nouveau refermer. Donc, voilà l'état de la situation. Alors, la Wallonie a procédé à un petit changement concernant le couvre-feu. Il n'est plus à 22h comme c'est le cas toujours à Bruxelles. La Wallonie s'est alignée à la Flandre. Donc le couvre-feu commence à minuit, de minuit à 6h du matin. Mais Bruxelles garde toujours cette fameuse 22h. Est-ce que vous pensez que vous avez bien fait, Rudy Vervoort, de garder le couvre-feu à 22h ? Mais on avait convenu, on a décidé de ne pas assouplir. Et donc, je trouvais que c'était un message clair que de dire on ne change pas l'heure du couvre-feu. Ne fût-ce que parce que ça a du sens à partir du moment où on offre autre chose. Qu'est-ce que vous avez offert ? Apparemment rien, apparemment pas grand-chose. Quand je dis offrir autre chose, ça veut dire la réouverture des restaurants, des bars. Et à ce moment-là, effectivement, puisque l'idée était de pouvoir les rouvrir avril-mai, à partir de jusqu'à 22h, c'était à ce moment-là de postposer le couvre-feu à minuit. Il faut aussi regarder la situation de Bruxelles. Bruxelles, ce n'est pas la Wallonie ni la Flandre. Bruxelles, c'est un environnement urbain, c'est une grande ville, avec les problèmes liés aux grandes villes, avec les spécificités aussi liées aux grandes villes. Si vous regardez les pays limitrophes, ceux qui nous entourent, en fait, il n'y a aucun pays qui a un couvre-feu à minuit. Alors, je ne dis pas qu'il faut tomber dans la situation à la française. En France, c'est 18h le couvre-feu. Donc vous êtes en train de critiquer la Wallonie, la Flandre ? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'en France, nous serions à Paris, on pourrait déjà dire terminé, on rentre chez soi. Quand vous regardez les autres pays, beaucoup, c'est 22h, 21h, 22h, 23h en Allemagne, 22h en Italie. Ce sont des heures où, en fait, il y a aussi un effet sur le nombre de contacts que l'on a. En réalité, entre 22h et minuit, on peut encore avoir beaucoup de contacts qu'on n'a pas effectivement si on a le couvre-feu à 22h. Et donc je trouve que la situation sanitaire, et en tout cas à Bruxelles, méritait qu'on ne touche pas à cette mesure qui, je pense, a fait ses preuves. Et donc voilà, ce n'est pas pour me démarquer de la Wallonie ou de la Flandre, mais je pense que dans l'état actuel des choses, on a des chiffres qui ne sont pas bons à Bruxelles. C'est pas la peine. Vous savez, c'est ce que j'ai dit aussi aux journalistes. J'aurais décidé de postposer à minuit et on aurait une explosion du nombre de cas. Dans une semaine ou dans 15 jours, on sera en train de m'interroger en me demandant mais pourquoi avez-vous eu cette mauvaise idée ? Mais, M. Vervoort, est-ce qu'il y a une étude scientifique qui peut vraiment prouver que l'extension du couvre-feu de 2 heures peut faire exploser ce nombre de cas comme vous le pensez ? Mais il y a des études... Sur quoi vous vous basez ? Les études scientifiques aujourd'hui, c'est simplement le résultat dans les courbes. Il n'y a pas d'études qui puissent démontrer que des mesures générales, bien sûr qu'on voit l'impact global. Quand on confine, c'est clair que si les gens ne peuvent plus sortir de chez eux, ça a un impact direct. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, M. Vervoort. Ils disent, qu'est-ce qui va changer entre 22h et minuit ? Est-ce que Corona va, je ne sais pas, va sortir après 22h ? Non, le Corona, il n'a pas d'heure, lui. Voilà. La seule différence, c'est qu'on doit limiter le nombre de contacts que nous avons. Mais les restaurants, les bars, ils sont déjà fermés, les gens ne sortent plus, il fait froid, donc qu'est-ce qui peut changer ? Qu'est-ce qui va motiver les gens à sortir dans la rue après 22h maintenant ? Ce n'est pas uniquement sortir dans la rue. Si on a décidé 22h, c'était pour éviter les lockdown parties, les rassemblements
chez les uns, chez les autres, qui sont mécaniquement diminuées à partir du moment où à 10 heures on doit être chez soi. C'est tout. Parce qu'on sait bien que c'est une panoplie de mesures qu'il faut prendre. Il n'y a pas que la bulle d'une personne qui est sans doute la mesure la plus compliquée à faire respecter, en tout cas à vérifier. Le couvre-feu, c'est une mesure très simple à vérifier. Dès que vous sortez, vous pouvez être contrôlé. Donc vous le savez, donc vous ne sortez plus. Et donc ça vous limite les contacts directs. Or, le virus, il n'aime que ça, c'est les contacts que nous avons les uns et les autres. D'accord. Est-ce que vous pensez que la Belgique a bien managé cette crise? Est-ce que vous pensez que les politiques belges au niveau fédéral, on va parler de la région de Bruxelles-Capitale dont vous êtes le président, est-ce que vous pensez que votre exécutif, vos institutions bruxelloises, se sont bien, ont bien géré cette crise? Il y a plusieurs choses. Parce qu'il y a beaucoup de critiques, monsieur, je comprends qu'il y ait des critiques. Gestion de crise. Non, il y a beaucoup de critiques et c'est normal, tout simplement parce qu'il y a un an d'ici, même pas, mais il y a un an d'ici, on commençait un processus dont on ignorait tout. Le premier lockdown démarre le 13 mars. À ce moment-là, on n'imagine pas ce qui va suivre. C'est encore irréel. En réalité, on entend des choses qui se passent en Italie. On se rappelle très bien des déclarations de Maggie de Bloch, la ministre de la Santé à l'époque, disait « Ne craignez rien, c'est juste un rhume, c'est passager. » Une petite grippe. J'en ai vu d'autres, la ministre de la Santé française qui disait la même chose. Bon, ne vous inquiétez pas. Et c'était quelques semaines avant le début. Donc, on démarre, je dirais, tout nu, quelque part. Et donc, on va apprendre en marchant. Je veux dire que ce virus, d'ailleurs on ne sait pas encore tout sur ce virus, on en découvre encore maintenant avec les variants, donc on se rend bien compte que, personne n'était préparé. Ça, c'est l'argument qu'on sort toujours. Maintenant, les politiques, on ne sait pas grand-chose de ce virus, c'est nouveau. Mais même les scientifiques... C'est facile, quand même. Non, c'est pas facile. Ouais. La vérité, elle est celle-là. Et donc, c'est clair que là, ce qui nous a manqué, c'est effectivement, et là je reconnais, c'est une stratégie définie au préalable, une stratégie de crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que, honnêtement, moi je n'imaginais pas, à part dans les films de science-fiction, où on a le film s'appelle Virus, je pense, où on a effectivement... Contagion, des choses. Et on regarde ça en disant, allez, tout ça c'est du pipeau. On sait très bien que la science aujourd'hui, elle règle tout, la médecine règle tout. On s'est rendu compte que c'était pas vrai. Et que ces films-là, on est dans le réel aujourd'hui, face à cette situation. Et c'est vrai, on a manqué de masques. On a manqué de matériel, on a manqué de plein de choses, on s'est retrouvé sans rien. Mais qui est responsable de ça? Est-ce qu'il y a des responsabilités? Bien sûr, attendez. En plus de ça, le pays qui produit à l'échelle du monde tout cela, c'est le premier touché, ça va la Chine. Aujourd'hui, on ne manque plus de rien. La Chine a retrouvé tout son potentiel économique. Et je dirais même que la Chine a profité du Covid pour améliorer son taux de production, son produit intérieur brut. Économiquement, la Chine a profité du Covid. Et donc, nous, on s'est retrouvés... D'abord, on a fait le constat que nous étions dépendants d'autres pays, en ce compris de pays lointains, à la fois pour la production de médicaments. Souvenez-vous, on ne trouvait plus de Dafalgan, on ne trouvait plus... Simplement parce que tous ces produits sont assemblés dans le monde entier. Et donc, on se rend compte qu'il y a cette dimension-là, perte d'indépendance au niveau de la production de biens essentiels, donc les masques. Et donc, on s'est trouvé dans une situation où on s'est dit, on va travailler en sorte qu'on puisse protéger les gens. Et la seule manière qu'on avait à ce moment-là, la plus efficace, c'était le confinement généralisé. Oui. On a vécu sur ce rythme-là avec énormément de morts dans les maisons de repos. Enfin, c'était une véritable hécatombe. Et comme je le dis toujours, pas qu'en Belgique, c'est un problème mondial. Le problème des maisons de repos, vous l'avez partout. Regardez en Italie, en France. Donc, en Espagne aussi, partout. En Espagne aussi. Et donc, on s'est trouvé face à cette dimension-là, et effectivement, de se dire comment est-ce qu'on peut se protéger du virus. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses, et les experts nous expliquaient de manière très sérieuse. Au départ, on vous expliquait que le masque ne servait pas à grand-chose. Et puis, quand on dit oui, finalement, ça sert à quelque chose, les gens se disent oui, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas qu'ils ont dit que ça servait à rien. Donc, on est aussi resté avec un problème vis-à-vis de l'opinion publique que je comprends, qui s'est dit mais c'est quoi ces gens qui ne maîtrisent pas le savoir, les experts qui disent oui, une fois blanc, une fois noir. Vous avez vu aussi les experts qui peuvent vous dire des choses et une chose et son contraire. Bien sûr. Donc, tout ça était de nature. Et les politiques aussi. Oui, mais enfin ça, j'ai envie de dire les politiques. Oui, mais qui est responsable, M. Vervoort? Vous venez de citer une liste. Vous venez de faire une liste de reproches concernant cette gestion. On manquait de masse, de médicaments, de plein de trucs, de manque surtout d'une politique de gestion de crise. Oui, mais on manquait de quoi? Oui, bien sûr. Oui, mais alors qui est responsable? Mais c'est une responsabilité collective. Mais pourquoi une responsabilité collective? C'est le politique qui dirige. Normalement, c'est le politique qui doit avoir cette vision stratégique que le citoyen lambda n'a pas les moyens de l'avoir. Bien sûr, mais la vision stratégique, vous ne pouvez l'avoir qu'à partir du moment où vous avez un risque
que vous avez pu évaluer et concrétiser. Ce risque-là, je pense qu'il faut le dire, effectivement. Prenons l'exemple des masques. Voilà, maintenant tout le monde en convient que la Belgique a eu tort de les détruire comme ça, en plus, sans les remplacer. Souvenez-vous. Mais alors, qui est responsable? Est-ce qu'il y a des responsabilités qui sont établies? Est-ce qu'il y a des sanctions? Mais souvenez-vous, les stocks stratégiques, ces avions qui venaient à Liège pour repartir après en France, en Allemagne, tout simplement, parce que c'est comme avec les vaccins, d'ailleurs, aujourd'hui, où c'est la chasse, c'était la chasse aux masques. C'était devenu la denrée la plus convoitée du monde. Et on a trouvé des solutions. On a essayé d'acheter des masques dans le monde entier, avec parfois des masques, ça savoir qu'aujourd'hui, qui ne sont pas de grande qualité. La région bruxelloise a commandé des millions de masques. On l'a fait. On a des stocks. Maintenant, évidemment, on n'en manque pas. On a des masques chirurgicaux. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Mais à l'époque, on était démunis. Parce que la saga des masques continue, surtout avec les masques Avrox et tout ça. Bien sûr. Mais donc, qui est-ce qui pouvait imaginer qu'il fallait... On était encore... vous avez posé la question, ou à moi d'ailleurs, au mois de janvier, on dit, vous allez faire comme les Asiatiques aujourd'hui, quand vous allez... depuis des années, quand on va au Japon, on les voit tous... Eh bien, on se rend compte que demain... On continuera sans doute à porter des masques. Pas tout le monde, mais quand on aura un rhume, une grippe, on portera le masque. On l'a bien vu cette année-ci, il n'y a pas d'épidémie de grippe. Il n'y a pas de grippe, simplement parce qu'on est protégés tous les uns les autres. Donc ça, ce sont des réflexes qui vont rester, mais qu'on ne pensait pas devoir à un moment donné faire. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'enjeu principal, c'est effectivement à la fois d'éviter... D'abord, à Bruxelles, on a maintenant vacciné complètement les maisons de repos. Tout le monde a reçu les 2 doses de vaccin, le personnel de première ligne hôpitaux. Donc on avance, mais ça n'est pas suffisant. On va revenir sur cette problématique de vaccination, mais il y a une information qui vient de tomber. Le Maroc vient de suspendre les voyages aériens avec la Belgique. Notamment la Belgique. Notamment la Belgique et l'Italie aujourd'hui. De toute façon, il les a suspendus avec d'autres pays européens. Oui, tout à fait. Donc il reste, je crois, que la France et l'Espagne... vers lesquels on peut encore voyager du Maroc et vice-versa. Donc, première réaction par rapport à cette suspension des voyages du Maroc et de la Belgique vers le Maroc. Je n'ai pas commenté la décision. Je pense qu'elle doit se fonder sur des éléments, je dirais, sanitaires. Et je comprends que le Maroc prenne des mesures pour protéger sa population. Ça me semble légitime. Le Maroc affiche des chiffres tout à fait honorables. On ne peut pas considérer que le Maroc ait mal géré la crise du Covid. Quand on voit, en tout cas, les chiffres tels qu'ils nous sont présentés, c'est plutôt positif. Et je crois savoir que le Maroc a retrouvé une vie quasi normale, une vie sociale, et donc avec des chiffres qui sont un peu plus... Je crois qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui sont déjà vaccinées au Maroc. Ben voilà. Et je crois qu'ils motivent leur décision de suspension par la constatation de la croissance du nombre de ce variant britannique. Oui. Et donc, ils ont peur de l'importer au Maroc. Le variant britannique sera, dans le pays, en Belgique, sera probable. Il est déjà maintenant plus de 50% dans le pays. Et fin du mois de mars, probablement qu'il sera quasiment dominant. D'accord. Parlons-en un peu de cette campagne de vaccination, et surtout à Bruxelles. 11 000 convocations envoyées, presque 3 000 personnes qui ont répondu à cette demande, qui ont été vaccinées. Ceci sont des chiffres d'il y a quelques jours. Alors, il y a 2 choses sur les chiffres de vaccination. D'accord. Donnez-nous d'abord les chiffres, puis on va les commenter avec vous en direct. 30%, en tout cas jusqu'à présent, oui. Pour ce qui est du personnel soignant, personnel de home, personnel, quand on va vacciner les policiers, quand on va vacciner tout ce qui est première ligne, vous devez bien considérer que Bruxelles est un lieu où on vient travailler. Et que donc, bon nombre de personnes vaccinées n'habitent pas Bruxelles. Et donc, on évalue ça à peu près à 30%. Et donc, on est sous-estimé. Mais en réalité, en termes de production et de doses administrées, on est dans les chiffres des autres régions. La seule différence, c'est qu'effectivement, à l'inverse des autres régions, Bruxelles est une ville qui accueille beaucoup. Et donc, de travailleurs, mais qui sont concernés par la vaccination. Dans les Hauts, vous avez beaucoup de travailleurs qui habitent... Donc, à Bruxelles, on peut aussi vacciner les non-bruxellois ? Oui, ceux qui travaillent... Ceux qui travaillent à Bruxelles. Ceux qui, en fait, sont dans les groupes prioritaires. Et ces groupes prioritaires ne sont pas nécessairement définis par votre lieu de domiciliation, mais par vos lieux de travail. Quand vous travaillez dans un hôpital bruxellois, il n'est pas illégitime que vous soyez vacciné à Bruxelles. Alors, on a vacciné combien de personnes jusqu'à maintenant à Bruxelles ? Je n'ai pas le chiffre. D'accord. Mais moi, j'ai les chiffres d'il y a quelques jours. Sur 11 000 convocations, 3 000 personnes, plus ou moins, ont été vaccinées. Non, plus que ça. Ça ? Oui. Vous parlez de la vaccination dans les centres de vaccination. Exactement, dans les centres de vaccination. C'est autre chose. Alors, c'est quoi la différence ? Dans les centres de vaccination, là, on sort des groupes, je dirais... De première ligne. Oui, et donc là, on commence avec les personnes de plus
les personnes qui sont plus âgées, les personnes qui ont des risques de comorbidité. Donc voilà, on est maintenant dans une autre stratégie. Le problème qu'on a à Bruxelles aujourd'hui, et j'ai bien conscience de ça, c'est que d'une part, il y a des problèmes liés au système informatique, où donc, et ça c'est pas la région, c'est le fédéral qui a c'est Ensano qui a l'organe fédéral qui a les coordonnées de toutes les personnes en Belgique et qui envoie les convocations. Et là, les choses ne sont pas idéales pour l'instant. Mais déjà, il a été lancé depuis 2 semaines et déjà, beaucoup de critiques. Voilà, il y a même des demandes à ce qu'on le suspende. Mais le ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, a dit on va mettre un reset sur le système. Et puis, il y a encore un autre phénomène qui apparaît, c'est l'AstraZeneca. Ouais. Donc, ce vaccin-là, nous avons pris une décision sans doute très prudente, peut-être un peu trop, de le déconseiller aux personnes de plus de 55 ans, alors que l'Europe est à plus de 65 ans. Ça fait une grande différence. Et peut-être que finalement, on pourra même le régénéraliser, sauf que, quand les personnes savent qu'elles vont recevoir un AstraZeneca, aujourd'hui, elles se disent « je préfère pas ». Est-ce que vous pensez que c'est bien d'informer les gens de quel vaccin ils vont... Ah, c'est leur droit. Ah, ça, c'est le problème. D'abord, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Et ensuite, vous pouvez dire « ah ben, qu'est-ce que vous allez m'administrer ?» Ah ça, ben non, mais ça ne me convient pas. Il y avait un reportage en France, c'était la même chose. Une dame, on lui disait l'AstraZeneca, ah non, ça je ne prends pas. Donc il y a et je peux comprendre la population et des craintes. Et comment ça se fait qu'il y a des pays européens qui autorisent AstraZeneca après 55 ans et pas la Belgique, par exemple, l'Allemagne? Est-ce que les scientifiques belges sont plus intelligents que les scientifiques anglais, par exemple, ou autres? Non, mais plus prudents sûrement, oui. Alors certains diront plus frileux. On verra, ça c'est toujours la même chose. Depuis le début de cette pandémie, les experts ont des visions. On peut dire qu'il y a 2 groupes d'experts. Il y a ceux qui vont toujours vous dire la catastrophe est à venir, et puis les autres, je prends les extrêmes, puis les autres qui disent mais non, tout ça, ça va passer, c'est comme... Voilà. Et vous, les politiques, vous êtes au milieu? Et on est au milieu, et il faut prendre des décisions dont on sait que de toute façon, elles seront critiquées. Et qui a le dernier mot ici en Belgique? Les scientifiques, les experts ou les politiques? Non, pour les décisions, c'est les politiques. Ben, ils sont influencés... Mais on voit très bien la présence médiatique et même politique de certains experts qui font la loi, donc qui annoncent même les mesures avant la réunion du comité de concertation. Est-ce que vous trouvez que c'est sain? Non, ça non. Je l'ai déjà dit à différentes reprises. D'ailleurs, moi j'interviens très peu dans le champ médiatique avant, pour commencer à commenter quelque chose qui n'est pas décidé. Après, il faut expliquer, et ça c'est plus important. Mais ce petit jeu qu'on a vu certainement la semaine passée, c'est pas bon, quoi, parce que finalement, regarde, quand vous voyez le résultat, on a démarré le lundi en disant on va rouvrir, on va faire ceci, on va cela, puis le vendredi on arrive, ben non, finalement il n'y aura rien du tout. Donc c'est frustrant et c'est décourageant pour la population, parce que, et je peux comprendre, les gens qui travaillent, enfin qui sont dans l'incapacité de travailler aujourd'hui, quand on leur donne une perspective, je pense à l'ORECA notamment, ils se disent allez enfin, quoi, il est temps qu'on rouvre, moi je suis en train de mourir ici. Et puis pendant toute la semaine, on est là à dire mais oui, ça va aller. Et puis le vendredi, on dit ben non, finalement. Et on n'a même pas de date à vous donner. C'est terrible. C'est terrible. Donc, on va continuer un peu dans ce registre des couacs et des scandales. Donc, on parle du système informatique voilà, qu'on va revoir déjà après déjà seulement 2 semaines de son lancement. Alors, les centres de vaccination bruxellois, vous projetez d'ouvrir quelques centres de vaccination? Oui, 10 au total. Oui, 10. C'était prévu pour le début mars, mais apparemment, vous allez les postposer jusqu'à vers fin mars. Non, c'est aussi un couac? Non, pas du tout. Ça, il faut qu'il y ait la matière, il faut qu'il y ait les doses. Là, il faut que... Parce que, donc, il y a le problème informatique, et puis il y a le retard dans la livraison des doses. Aujourd'hui, on est loin du compte, et on espère toujours qu'avec les nouveaux... Il y a le Johnson qui va être certifié bientôt, il y a des nouveaux vaccins. On espère qu'à un moment, on pourra lancer la machine, parce qu'on a des capacités de vaccination qui existent à Bruxelles. Hein. Le ESL, c'est pas rien. Hein. Et donc... mais le ESL, déjà, le premier jour que vous avez ouvert le ESL, il y avait aussi un problème informatique. Mais oui, mais celui-là, c'est pas le ESL. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de couacs. La Belgique est un pays compliqué. Vous allez aussi me dire que c'est une crise mondiale, que ce n'est pas évident, qu'on ne peut pas la prévoir. Vous avez vu les chiffres partout, d'ailleurs. En Allemagne, c'est la même chose. Hein. Les gens râlent parce qu'il y a pas de vaccin. Ils ont aussi des problèmes informatiques? Non, ils ont un problème dans la livraison des doses. D'accord. Toute l'Europe. Parlons de ce problème de livraison. Comment vous l'expliquez? On ne va pas parler de la Belgique, on est l'Union européenne quand même. Mais bien sûr, et c'était... C'est l'Union européenne. Elle n'arrive même pas à avoir des doses suffisantes pour vacciner sa population. C'est quand même incroyable. Je sais. Oui. Mais donc ça, cette négociation-là s'est faite au niveau européen. Là, pour le coup, c'est personne en Belgique. C'était une erreur?
Non, parce que si on n'avait pas fait, on en aura encore moins aujourd'hui, parce que la Belgique ou le Luxembourg, on pèse rien. Ah ben, c'est pas ce que dit l'Angleterre, en tout cas. Ils sont contents d'avoir quitté l'Europe parce qu'apparemment, ils ont beaucoup de vaccins et ils ont vacciné des millions de leur population. Bien sûr, mais s'ils étaient restés dans la... ils seraient comme la Belgique, peut-être. Ils seraient dans la même situation. Donc c'est bien de sortir de l'Europe. Mais ils l'ont fait un peu comme à l'instar de l'Allemagne ou d'Israël, en développant, je dirais, une stratégie autre. L'Europe a développé une stratégie qui consistait à dire on négocie avec les... Et on préempte, on achète un certain nombre de doses par avance. Aux États-Unis, quand vous voyez comme la manière dont ils ont procédé, c'est toute la machine de l'État qui s'est mise au service aussi des laboratoires. Et donc, à ce moment-là, ils avaient cette capacité de capter la production à la source, ce qui n'est pas le cas au niveau européen. Alors, c'était une erreur. Donc, la stratégie européenne était peut-être mauvaise, elle n'était pas la bonne. Bon. En tout cas, c'est pas... Espérons, voilà, si c'était dans les mêmes circonstances, est-ce que vous leur conseillez la même politique, la même stratégie? Non, il faudrait faire autrement. Il faudrait faire autrement, ça c'est sûr. C'est déjà un aveu, c'est une petite critique. Oui, mais encore une fois, les laboratoires, c'est peut-être la naïveté que certains ont eue, c'est de croire qu'ils fonctionnaient dans l'intérêt général et désintéressé. Donc ce qui n'est pas le cas? Non, quand vous verrez les résultats financiers et les dividendes qu'ils vont verser, c'est clair que c'est une opération. En plus de se dire que si cette pandémie perdure, ce qui n'est pas exclu, avec les variants, peut-être qu'elle va devenir chronique, qu'on va devoir s'habituer à être vacciné régulièrement. Vous imaginez quel marché ça représente, parce qu'ici on parle à l'échelle du monde. Et là, clairement, ce n'est pas une petite grippe. On parle de quelque chose qui... Et donc, c'est un modèle économique qui est en train d'émerger à l'échelle de la planète. On va revenir au problème concret des citoyennes bruxelloises et bruxellois. Donc, l'ORECA. Vous le remarquez plus que moi, donc ils vivent un drame catastrophique qu'ils vivent. Donc plusieurs faillites annoncées déjà et d'autres à venir. Donc je sais que la région a annoncé son plan de relance. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Les aides que vous donnez à ces gens, à ces jeunes, ces indépendants, autres que Horeca, est-ce que c'est suffisant pour lutter contre ça? C'est jamais suffisant. Maintenant, le fédéral donne des aides, la région, pour la culture, les communautés, enfin chacun y va selon ses moyens et selon ses compétences, mais ça n'est jamais suffisant. Je veux dire, la seule vraie réponse attendue, c'est de rouvrir. Et ne fût-ce que parce que, à la fois, on relance la machine économique, mais c'est aussi le mental de tous nos concitoyens. Je pense que les gens, enfin on le voit bien dès qu'il y a un rayon de soleil, dès que si demain, et on peut se le dire, si demain les restaurants ouvrent, vous allez voir, ça va être la ruée. Mais pourquoi on n'ouvre pas que les terrasses? Donc, expliquez-moi, j'ai une question toute simple, monsieur le Président. Ma réponse sera simple. Alors, répondez-moi déjà pourquoi on n'ouvre pas les terrasses? La terrasse, c'est simple, c'était dans le plan déposé par le fédéral avec l'accord des experts. L'idée était de rouvrir les terrasses, cafés, restaurants. Alors, c'était soit probablement avril, si les choses étaient favorables, en se disant le retour du beau temps fera que, comme l'année dernière d'ailleurs, si vous regardez l'année passée, mai-juin, on a vu que la contamination a vraiment chuté de manière importante. Pourquoi? Parce que c'est un virus qui a quand même une petite dimension saisonnière. Pas comme la grippe, il ne faut pas croire qu'on ne se contamine pas pendant l'été, mais beaucoup moins. Et donc aujourd'hui, le climat plus le vaccin, ça devrait nous donner des perspectives quand même nettement plus favorables pour la période estivale et de se dire qu'avec la campagne de vaccination qui se poursuivra, au moment où va arriver l'automne, de nouveau le risque de plus grande contamination, une grande partie de la population sera vaccinée. D'accord. Donc vous prévoyez l'ouverture de l'ORECA. Commençons déjà par les terrasses de l'ORECA pour quand? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez une date? Non. Non, vous n'avez pas de date. Non, puisque je vous dis, ce qui était prévu, c'était... alors, quand je dis avril-mai, ça peut être le 10, il n'y avait pas de date arrêtée. Mais donc c'était plutôt mai? Oui, c'était dans les étapes suivantes. D'accord. Mais toute chose restant égale, ça veut donc dire qu'avec les chiffres qu'on avait il y a une semaine et pas ceux qu'on avait vendredi, maintenant, on se donne encore quelques jours pour voir l'évolution. Il y a un élément positif jusqu'à présent quand même, c'est une diminution du nombre de décès. Ce qui peut s'expliquer par le fait que les maisons de repos, tout le monde est vacciné, que normalement, ça devrait se calmer, en tout cas en termes, pas nécessairement de contamination, encore que si, mais certainement en termes de décès. Et donc ça, c'est un élément positif. L'élément négatif, c'est que quand bien même le décès diminue,
on doit quand même pouvoir contrôler le nombre de lits occupés en soins intensifs. Alors, Pourquoi je termine par là? Parce qu'il y a un élément important, il n'y a pas que le Covid. Et donc, il y a plein de gens qui doivent pouvoir se faire opérer aujourd'hui et qui risquent, si demain on laisse filer les choses, on leur dise au revoir, vous revenez dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Pour certaines pathologies, on risque d'avoir dans l'après-Covid aussi une émergence d'une série de pathologies qui vont amener un taux de mortalité plus important, tout simplement parce qu'on n'aura pas pu les traiter. Pour revenir à l'ORECA et au restaurant, beaucoup de personnes posent la même question que moi, et qui est que, comment expliquez-vous, M. Vervoort, comment expliquez-vous que des commerces non essentiels, par exemple où les gens peuvent rentrer dans des grandes surfaces pour faire leurs courses, ou rentrer dans des magasins d'articles de sport, donc ils ont tout le loisir de choisir d'attraper, de vérifier des objets sur place et d'aller les essayer dans des cabines d'essayage et passer leur temps dans ces magasins. Normalement. Voilà, normalement. Et puis on refuse à des personnes d'aller s'asseoir, d'aller s'asseoir autour d'une table à 4 par exemple, dans leur propre bulle et manger quelque chose pendant le temps de midi. Alors quelle est la différence entre une personne qui rentre dans une grande surface faire son shopping sans problème et au moment où il y a des centaines de personnes qui circulent au même moment, au même endroit, et ça ne pose apparemment pas de problème aux scientifiques et aux politiques, mais on refuse à 4 personnes d'aller s'attabler manger quelque chose à l'heure de midi. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est ça qui va peut-être provoquer cette progression, croissance d'épidémie, de contamination du coronavirus à Bruxelles? Plusieurs choses. D'abord, tout ça a été discuté quand même. Par rapport au magasin, c'est quoi? Les protocoles sont les suivants. Normalement, en tout cas, si chacun respecte les règles, c'est un nombre de personnes maximum dans le magasin. OK? Mais c'est déjà beaucoup. À chaque fois que moi je rentre dans un magasin, il y a beaucoup de personnes. Donc, oui, mais attendez. On peut expliquer comme on veut. Tout le monde passe le gel hydroalcoolique. Oui, mais si, ils sont là à l'entrée, ils sont disponibles. Mais c'est vrai. Mais on peut faire la même chose au restaurant. Tout le monde tient le masque quand on fait ses courses. OK? Donc le risque, et on ne reste pas 1 heure, 2 heures, 3 heures en face à face. Et donc on bouge tout le temps, ce qui veut dire qu'avec le masque et le fait qu'on a peu de contacts rapprochés, quand je dis rapprochés, c'est à moins d'1,50 m et long, plus d'1 quart d'heure, à ce moment-là, le risque est réduit. Je ne vais pas dire qu'il est nul, mais il est réduit. Au restaurant, la différence, c'est que là, vous passez une soirée, assis, vous vous levez, vous allez aux toilettes, et vous ne portez pas le masque. Non, on peut aller aux toilettes en portant le masque. Bien on peut l'exiger, bien sûr, bien sûr. Mais il y a des solutions. Oui, mais moi je n'ai pas dit que le restaurant était le lieu le plus dangereux qui soit. Mais c'est comme les salles de sport. Hein, ce sont des lieux où le risque est plus important. Et donc, c'est ça le sens de la décision. Je ne suis pas convaincu, M. Vervoort. Franchement, je ne suis pas convaincu. Je ne vous en veux pas. Non, mais attendez, je ne le prends pas personnellement. Mais quand je vois les gens dans des grandes surfaces faire des allées-venues et chercher leurs articles en toute tranquillité... Écoutez, normalement... 4 personnes vont s'asseoir à table, tu vois, ils peuvent se lever pour aller aux toilettes en portant un masque, mais entre les tables, il y a des plexiglas. Et donc, on peut prévoir plusieurs mesures. Oui. Et d'où la question, pourquoi on ne s'adapte pas? Est-ce que vous ne pensez pas que la politique belge est trop, ou bien les politiques de prévention en Belgique sont trop sévères par rapport à la situation? Mais écoutez, moi je vais vous dire, si vous regardez ailleurs, on est plutôt souple. Hein. Regardez en France, regardez aux Pays-Bas, en Allemagne, les écoles sont fermées, les magasins non essentiels sont fermés, le couvre-feu c'est 6 heures, vous avez des zones maintenant en France où c'est confinement total pendant le week-end. Franchement, on n'en est pas là en Belgique. Hein. Et donc, si on regarde, je dirais globalement, les contraintes, franchement, si on compare à la première vague, elles ne sont pas fortes en Belgique. Hein. Tout le monde se plaint, effectivement, qu'il y ait des choses qu'on aimerait bien voir fonctionner. Mais pour le reste, on est quand même assez libre de ces mouvements. Hein. Allez, regardez sur la route. Hein. Le télétravail est obligatoire. Moi, je suis étonné. Je me dis, tiens, alors, il existe quand même, parce que je vois bien, par exemple, un jour comme aujourd'hui, il n'y avait personne. Et peut-être mercredi, il y aura plein de monde. Hein, donc justement, on peut être plus souple. Donc on peut s'adapter, comme c'est le cas maintenant dans la rue. On peut s'adapter. Oui. D'où la question peut-être, des gens pensent qu'en Belgique, on est trop sévère. On s'adapte. Imaginons, je vais vous poser la question autrement. Imaginons que la courbe actuelle reste encore quelques mois, voire 1 année. Est-ce que pendant 1 année, parce que cette courbe est comme ça, on va continuer à fermer l'ORECA? Non.
Non, c'était précisément... Donc voilà, c'était essayons dans de ce s'adapter. sens-là. Donc, Non, c'était dans ce sens-là qu'il est prévu une réouverture progressive, en sachant qu'on ne doit plus se fixer d'objectifs chiffrés, parce que ça, on est toujours prisonnier de chiffres, et alors on n'y arrive jamais. Mais c'était effectivement de se dire, on est dans un plateau qui est certes pas top, mais dont on peut penser que s'il est stabilisé, avec l'arrivée des beaux jours, avec la vaccination, il va commencer tout doucement à diminuer. oui, mais s'il C'était ne ça, le diminue pari. pas. Non, mais là, il augmente. Mais s'il ne diminue pas. Non, mais attendez, là maintenant, on est dans une situation où on est reparti dans un risque, comme l'a dit Marius Gilbert, tous les ingrédients sont réunis pour une troisième vague. Le tout maintenant, c'est d'essayer de faire en sorte que ça ne se produise pas. Même si, il dit probablement que cette troisième vague sera moins meurtrière, moins importante. On l'espère. Voilà. Mais faisons en sorte d'éviter cette troisième vague. Et donc, c'est ça qu'on fait. Et on verra vendredi. Moi, je ne demande qu'une chose, honnêtement, c'est de pouvoir un peu redonner de l'espoir à ceux qui souffrent. Alors, concrètement, quelles sont les mesures concrètes, voire incitatives, financières, que la région de Bruxelles-Capitale met à disposition des gens qui souffrent à Bruxelles? Alors, pour tous les secteurs fermés, il y a toute une série de primes qui vont être approuvées et liquidées, dont on va sans doute prendre en compte la réouverture progressive. Donc, c'est de dire d'essayer d'aller le plus loin possible dans l'aide, de manière telle que l'aide coïncide avec le moment de la reprise. C'est un peu ça l'idée. Et donc on a, évidemment, tout le secteur HoReCa, enfin tous ceux qui sont fermés aujourd'hui bénéficieront de cette aide. Donc, et ça peut continuer pendant encore 2 mois, comme vous l'avez prédit. Donc, on espère. On peut espérer avoir une certaine ouverture à partir du mois de mai. Mais me semble, donc effectivement. Dans 2 mois. Et peut-être, et si les choses s'améliorent là maintenant, ça peut même être avril aussi. Donc le couvre-feu continuera à... Non, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Pas de changement. Pour l'instant, oui. Vous te ferme sur cette question. Ah oui, non. Sauf si on donne... En fait, si demain on rouvre un certain nombre d'activités, fatalement, si on autorise de pouvoir prendre un verre jusqu'à 22 heures, on ne va pas dire à 22 heures chez vous. On dira 23 heures, minuit, pourquoi pas. Mais en sachant que ça correspond à quelque chose. Je trouvais qu'aujourd'hui dire... Le message, c'était... Moi, je me souviens, à l'époque, Conseil de sécurité de septembre l'année passée, où on a rouvert une série d'activités, et 2 jours après, ou 3 jours après, j'étais amené à devoir fermer les bars, les buvettes de clubs sportifs, de prendre une série de mesures, parce qu'en fait, les chiffres s'étaient subitement emballés. Et même chose encore récemment avec tout le secteur culturel et autres. Je me suis fait traiter de tous les noms. Mais une semaine après, c'était toute la Belgique qui prenait ces mesures-là. Et donc, il faut éviter le yo-yo. Et je trouve qu'à partir du moment où on dit, on met le pied sur le frein, on attend, y compris pour cette mesure-là. Et puis après, si les choses peuvent être rouvertes, je ne suis pas obsédé par le 22 heures. Moi, j'aime bien aussi pouvoir traîner en soirée, rencontrer des gens. Mais ça, ce n'est pas l'option actuelle. D'accord. Et la campagne de vaccination à Bruxelles, vous estimez qu'elle reprendra de manière effective et normale à partir de quand? Parce qu'apparemment, vous dites qu'il n'y a plus de vaccins. Non, je n'ai pas dit ça. Non, il y a des vaccins. Mais pas beaucoup. Non, je pense qu'on doit tourner en stock autour d'500 000 doses. À Bruxelles? Oui. D'accord. 350 000. Enfin, il y a de quoi, mais c'est vite parti, en fait. Et puis, il y a la question de la deuxième dose. Et donc, en fait, voilà, c'est 350 000, c'est pour la deuxième ou bien ça serait pour la première? Un mix des deux. Donc, et c'est toute la discussion qu'on a, c'est de dire, est-ce qu'on va maintenant allonger la durée entre l'injection de la première et de la deuxième dose ou pas? Parce qu'évidemment, ça permet de vacciner plus en première dose. Mais est-ce que ça protège suffisamment certains? Non, mais c'est... C'est pas un risque qu'on prend? Mais c'est justement, c'est ce que je vous disais au début. On apprend en marchant, on n'en sait rien. Il y a des études qui se font au fur et à mesure, mais on ne sait pas trop. Et donc, il n'y a pas de recul suffisant. On sera approvisionné de nouveaux vaccins à partir de quand? Mais en fait, c'est semaine par semaine, à part Pfizer qui a, je dirais, un programme qu'ils se tiennent, et en tout cas, ils ont une prédictibilité plus grande. Les autres, c'est de semaine en semaine qui vous disent... Il faut toujours renégocier, négocier, rappeler... Non, on vous en a promis 350, vous en aurez que 200. Ça marche comme ça. On ne sait rien faire contre... Non, et c'est à l'échelle européenne, c'est pas la Belgique, puisque en fait, nous recevons... c'est pour ça que c'est l'Europe qui a négocié. Il n'a pas négocié en tout cas, parce qu'on ne sait rien faire. Mais nous recevons un pourcentage lié à la taille du pays, c'est tout.
Donc, on ne sait pas les contraindre, en fait. C'est ce qu'on s'est rendu compte, qu'on ne sait pas contraindre ces fabricants de vaccins. Donc, voilà, ils ne se tiennent pas leur parole, mais on ne sait pas les contraindre. On ne sait pas faire descendre la police. Ça s'appelle tout simplement une mauvaise négociation. Je m'excuse. Pour chaque négociation, il y a achat et vente. Il y a quand même des clauses de sanctions pour non-respect des termes de contrat. Il y a un contrat que je n'ai pas lu, mais certainement qu'il y avait des clauses qui permettaient de dire en fonction des capacités de production. Mais je sais que certains nombre de laboratoires essaient d'augmenter leur capacité de production et c'est extrêmement difficile, manifestement. Mais on a connu ça. Moi, je vais vous rappeler, avec les tests, aujourd'hui, il n'y a plus de problème pour tester. Donc, les tests PCR, le petit bâtonnet qu'on vous met dans le nez, ou les tests salivaires, à un moment donné, on était aussi en manque de tests, de réactifs pour les tests. Pourquoi? Parce que les laboratoires, parce que les machines, parce que ci, parce que ça. C'est comme avec les masques. Aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Toutes les on ne machines... sait pas réquisitionner les vaccins qui sont fabriqués en Belgique, par exemple? Ça, c'est juste pas possible. Ah bon? Juridiquement, non. D'accord. Est-ce que vous êtes pour la généralisation des tests salivaires pour le grand public? Oui, alors, attendez. Pour leur vente, par exemple, en pharmacie? Mais moi, je pense que plus on teste, mieux c'est. Après, ce qui n'est pas le cas maintenant. Non, c'est pas les ventes. Après, il y a deux aspects. C'est qu'est-ce qu'on fait d'un test positif? Parce que ça veut dire que la personne... Non, mais il faut s'assurer que la personne, à ce moment-là, prenne les bonnes décisions, se mettant en quarantaine et autres. Parce que vous ne pouvez jamais exclure que des gens ne le fassent pas. Et puis, il y a la question de la fiabilité du test, puisqu'on sait bien que ce sont des tests qui sont, en tout cas, moins fiables que le test PCR, qui est fiable à plus de 99%, on va dire. D'accord. Alors, dernière décision qu'a prise votre gouvernement, vous avez, je ne sais pas si ça a un rapport direct avec la lutte contre le coronavirus ou pas, c'est, vous venez d'interdire Uber à Bruxelles. Non, pas du tout. Ah bon? Non, on n'a pas interdit Uber. Vous venez Uber. d'interdire leur outil de travail. Pas du tout. Donc, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur smartphone dans la voiture. On sait très bien aller, monsieur Vervoort. Pas du tout. Mais c'est quand même des décisions intelligentes, quand même. Parce qu'on interdit l'outil du travail et on se dit qu'on n'interdit pas Uber. Quand vous interdisez l'utilisation d'un smartphone par le chauffeur, c'est dire donc qu'il n'a plus l'outil de son travail. Okay. Il se base sur le smartphone. Ok. On va peut-être prendre un peu de hauteur. Quand vous regardez dans le monde aujourd'hui, un certain nombre de pays ou de villes qui ont introduit des actions contre le modèle Uber obtiennent gain de cause devant les tribunaux. Il y a une dizaine de jours, c'est l'Angleterre qui a imposé, qui a dit voilà, le modèle économique d'Uber est contraire à la loi. Il faut qu'il y ait des contrats d'emploi entre Uber et les chauffeurs. Uber refusant. Donc Uber dit on va négocier. Même chose en France, même chose en Espagne. Il y a toute une série de pays où effectivement le modèle économique. Parce qu'en réalité, Uber, c'est quoi? Si ce n'était qu'une plateforme collaborative comme il prétend être, il n'y aurait pas de souci. Je veux dire, vous payez éventuellement une commission à la course, mais peu importe, puisque vous louez finalement le service à Uber. Sauf qu'ici, Uber, ça ne fonctionne pas comme ça. Uber décide de tout, des tarifs, de vous garder ou pas, et de vous imposer une série de conditions. C'est clair qu'à ce moment-là, Uber n'est plus une plateforme collaborative, c'est un employeur. Sauf que c'est un employeur qui ne paye pas ses lois sociales. Donc c'est un employeur qui appauvrit le système de sécurité sociale. On est d'accord. C'est un modèle que moi je combats. Ce n'est pas le progrès. C'est le progrès, c'est le faux progrès. Parce que les chauffeurs sont des indépendants quand même. Non, ils payent leur cotisation sociale. Mais pas du tout. Non. Et donc, non, ça ne marche pas. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de développer... Uber, là-dessus, est un patron qui ne s'assume pas comme patron à l'échelle du monde. Alors, ça marche dans certains pays parce qu'il n'y a pas de protection sociale des travailleurs. Alors, ça, c'est clair. Et donc, Uber, c'est un modèle où, en fait, vous trimez, vous gagnez modestement votre vie parce qu'on ne s'enrichit pas en faisant Uber, mais vous n'avez aucune protection sociale ou autre. Sauf, si vous faites le choix, alors c'est toute la question, qui fait du Uber? Est-ce que c'est un indépendant, est-ce qu'on prend un statut d'indépendant complémentaire? Est-ce qu'on le fait? Tout ça, c'est grand mystère, puisque Uber refuse de donner ces données, de communiquer au ministère de l'Emploi et du Travail les coordonnées des personnes, puisqu'ils sont basés ailleurs qu'en Belgique, donc tout ça c'est à l'échelle du monde, c'est un grand système, mais qui a l'apparence de la modernité, mais qui en réalité... Donc c'est pour ça que vous avez interdit Uber à Bruxelles? Alors, les plateformes, des plateformes, il en existe d'autres, mais Uber est la plus connue, et donc ce que nous demandons à Uber, c'est effectivement de respecter ces règles, et de faire en sorte de jouer le jeu. Aujourd'hui, Uber avait commencé avec une application qui s'appelait Uber Pop, qui était déclarée illégale. Illégale.
Ils ont fait après UberX. En fait, ils se sont adaptés sous la réglementation sous les limousines, Oui. et ils ont, à tour de bras, ces gens sont en limousine. Ils s'endettent et ils payent des voitures avec toujours le même système. La Cour d'appel de Bruxelles a déclaré, alors le jugement n'est pas encore exécuteur parce qu'ils ont posé une série de questions préjudicielles, c'est très technique, mais en tout cas, la Cour d'appel dans son arrêt dit clairement que le modèle Uber, c'est quasiment un modèle frauduleux. Ça, c'est dans l'arrêt. Peu importe ce que dira la Cour constitutionnelle, c'est ça qui sera d'application. Et donc, ce que nous disons aujourd'hui, en l'état de la législation bruxelloise, j'ai rien inventé, hein, le système ne peut pas fonctionner tel que. Et donc, pourquoi ? Parce que seuls les taxis peuvent user de la géolocalisation. C'est dans la loi. Et certains disent c'est ringard, peut-être. Mais en France, la Cour de justice a déclaré que c'est tout à fait légal de réserver la géolocalisation uniquement aux chauffeurs de taxi agréés. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver une solution, parce que moi, je suis attentif à la situation de ceux qui font voilà, du Uber. ça. Mais bien sûr, Voilà. et qu'on a laissé pendant des années un système croître, et c'est une responsabilité. Vous l'avez très bien dit, il y a des chauffeurs qui se sont endettés, qui ont fait des crédits pour acheter des limousines. Les mêmes qui méprisent, ils sont dans l'angoisse les maintenant. mêmes qui méprisent les chauffeurs de taxi, les mêmes me disent aujourd'hui, enfin, quand même, il faut penser à tous ces travailleurs qui aujourd'hui travaillent pour Uber, sont exploités par Uber. Et ils ont le sentiment de ne pas l'être, mais ils le sont. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'ils n'auront pas de pension. Alors, c'est vrai. Pardon ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, ces gens qui... Mais qu'il faut travailler à des solutions, mais qu'aujourd'hui, le système tel que Uber l'a mis en place n'est pas tenable. Il faut bien vous rendre compte que rien qu'en licence de limousine, on a plus de 1300 licences à Bruxelles. On était à 300 licences il y a 3 ans. On a laissé exploser le système. On l'a laissé exploser. Et aujourd'hui, on se trouve face à une situation qui, effectivement, sera très difficile à gérer. Donc c'est fini pour de bon, en tout cas pour l'instant. Non, c'est pas fini pour de bon. Donc vous demandez à Uber de faire peut-être des démarches pour régulariser la situation. Il faut négocier les choses d'un système. Et négocier avec qui? Avec Uber? Avec les chauffeurs? Avec qui? Uber, en tout cas, j'imagine, va à un moment donné sortir du bois pour proposer quelque chose. Sauf, parce que vous savez, avec le système Uber, ce que les gens ne savent pas, ce qu'ils ont fait à Barcelone, par exemple. Demain, Uber peut dire, on ferme la boutique et on s'en va. Hein. Et tous ceux... Et sans indemnité, sans rien, tous ceux qui aujourd'hui travaillent sur cette plateforme se retrouveront sans quoi? Sans outil de travail, sans rien, sans système, sans capacité à pouvoir exercer. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'acceptable? Qu'un opérateur privé, étranger, soit dans la capacité du jour au lendemain de dire c'est fini, je ne travaille plus ici, et tous les travailleurs... Et vous savez, les travailleurs Uber... Ce n'est pas que le cas d'Uber, hein. Il y a d'autres... ArcelorMittal, plein d'usines ont fermé en Belgique du jour au lendemain. Donc ils ont mis les ouvriers sur la paille. Précisément, il y a une grande différence. C'est qu'il y a un contrat d'emploi, et donc vous êtes protégé par la sécurité sociale. Ce qui n'est pas le cas des chauffeurs d'Uber. Et quand on dit ça du jour au lendemain, on s'en va, est-ce que vous vous rendez compte? Je vous le dis, c'est Est-ce que vous pouvez leur donner, par exemple, à titre de compensation, des licences de taxi ou ce n'est pas... Mais on doit définir un numerus clausus. On ne peut pas avoir 3000 taxis sur Bruxelles. Il faut que il faut que le modèle reste économiquement tenable. Parce que le modèle idéal d'Uber, ils le disaient d'ailleurs, maintenant ils ne le disent plus, mais leur modèle idéal, ce n'est pas les chauffeurs, c'est les véhicules sans chauffeur, c'est les véhicules autonomes. Hein. Donc à terme, ils prévoyaient déjà la suppression des chauffeurs. Mais ça, parce que les chauffeurs ne les intéressent pas. La preuve, c'est leur système. Je dis, leur système de profit. D'ailleurs, le modèle économique Uber aujourd'hui, c'est un modèle à perte. À perte. Uber perd des milliards. Mais à terme, parce que c'est ça ce qu'ils vendent, c'est un modèle où il n'y a plus de chauffeurs. Et donc à ce moment-là, ce qui est l'élément, je dirais, le plus ennuyeux pour eux, disparaît. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que ça entache aussi l'image de Bruxelles comme étant... Non. C'est quand même la capitale de l'Europe, où une entreprise de technologie dans le monde n'a pas droit de citer à Bruxelles. Ça fait de Bruxelles... C'est ça tout l'enjeu, c'est de savoir, le progrès c'est quoi? Est-ce qu'Uber est le modèle du progrès? Alors, il adopte une technologie, mais que d'autres ont. Hein. Victor Cap existe. Hein. Il y a d'autres applications qui sont évidemment moins célèbres, mais qui donnent d'entière satisfaction. C'est le même modèle. C'est pas compliqué créer d'applications. Vous venez de faire la publicité.
C'était quoi, Victor? Cap. Moi, je ne connaissais pas. Mais bon. Ouais. Donc, non, mais si Oui, j'en ai même d'autres, je sais, pour les personnes handicapées aussi. Je n'ai pas de doute, vous êtes le président de la région de Bruxelles-Capitale. Vous devez connaître tous les opérateurs qui tournent à Bruxelles. Bien Donc, sûr. on ne va pas faire la publicité à tout. J'ai handicap aussi. Handicap. Pour les taxis, ça fonctionne aussi. Pour les personnes à mobilité réduite. D'accord. C'est le même modèle qu'Uber. Vous allez dessus, vous définissez votre trajet. C'est plus cher peut-être qu'Uber, non? Les autres opérateurs. Si. Mais on va pas parler du modèle économique. Mais on va parler de Bruxelles, ville ringarde, avec les 30 km à l'heure. Franchement, est-ce que vous pensez que c'est un projet du 21e siècle pour Bruxelles? Quel est le modèle que vous voulez pour Bruxelles? Est-ce que vous voulez transformer Bruxelles en ville sans voiture? Bruxelles 120 il y a des voitures électriques maintenant qui sont à la mode. Donc voilà, on peut répondre aux soucis écologiques en faisant autre chose, en prenant d'autres pistes que de, par exemple, limiter la vitesse à 30 ou de réduire les voiries à une seule voirie pour les voitures. Prenons la rentrée de Bruxelles, avenue Charles Quint. Est-ce que vous trouvez normal qu'une rentrée de Bruxelles, capitale de l'Europe, se réduit à une voie d'entrée par l'avenue Charles Quint? Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a maintenant même... Les livreurs refusent de venir livrer à Bruxelles parce que tellement ça leur prend beaucoup de temps, ils sont dans les embouteillages. Vous ne pensez pas que les entrepreneurs commencent à en avoir marre de cette ville et peut-être même vouloir quitter Bruxelles pour aller en Flandre ou Wallonie, qui leur offre peut-être plus d'opportunités d'expansion qu'à Bruxelles? Les villes, c'est autre chose. Une seule voie d'entrée à Bruxelles. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut? Plusieurs choses. D'abord, il y a un enjeu de sécurité routière, puis un enjeu environnemental. C'est deux choses différentes. Le 30 à l'heure, Charles Quint, c'est 50 à l'heure, c'est pas 30. Oui, mais une seule voie. Ça, c'est autre chose. Mais donc, les voiries, je dirais, allez, les voiries prioritaires, j'ai envie de dire, moi, en tout cas, je n'ai pas le sentiment, aujourd'hui, de souffrir du 30 à l'heure. Pourquoi? Parce que je suis très vite sur une voirie à 50 à l'heure. Je sors de chez moi, je prends le boulevard Léopold III, et en fait, je suis sur 50 jusqu'au moment où j'arrive quasiment à mon lieu de travail. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, et j'ai le sentiment, peut-être je me trompe, mais que globalement, sur le 30 à l'heure, les choses se passent plutôt bien. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile de rester à 30, parce qu'il y a des voiries qui, manifestement, vous devez pousser sous le frein en permanence. Ça, c'est vrai, je reconnais. Maintenant, qu'il y ait des adaptations à un moment donné à faire, qu'il y ait une vraie évaluation qui soit faite a posteriori, dans les temps, dans une situation aussi normale. On n'est pas dans une situation qui permet une évaluation aujourd'hui, tout simplement parce qu'avec la crise du Covid, on ne sait pas ce que sera la circulation lorsqu'on reviendra à une vie normale. Donc, il faudra aussi évaluer ça. Quand vous parlez de la voie unique sur Charles Quint, peut-être que le jour où les nafteurs reviendront, croyez-moi, je vais vous dire, si on revient à la situation de départ et qu'il y a une file de l'avenue Charles Quint jusqu'à Asse, croyez-moi, ça sera très vite à nouveau 2 bandes. Voilà, donc ça c'est pas un scoop, mais voilà, c'est une annonce, une promesse. Je fais confiance à mes collègues néerlandophones pour être attentifs à ce que la Flandre dira à un moment donné, ça ne va pas. Et d'ailleurs, si c'est le cas, ça n'ira pas. C'est pas gérable. On ne doit pas attendre les Flamands. Si ça ne va pas à Bruxelles, nous, les Bruxellois, on doit dire ça ne va pas. Mais pour l'instant, ça crée de l'embouteillage. Pour l'instant, ça va, ça fonctionne. Ceci dit, ils le font aussi à Le Saint-Pierre avant d'entrer à Bruxelles. Ils sont aussi sur le principe de la voie unique. Il y a cet aspect-là. Puis il faudrait peut-être se coordonner entre régions. Moi, ça, c'est mon souhait, qu'il y ait un véritable dialogue. Et puis après, à l'aspect environnemental, ça c'est encore autre chose, c'est la pollution, la qualité de l'air. Mais donc, ce sont 2 éléments différents. Mais la zone 30, je n'ai pas le sentiment que ce soit... Allez, honnêtement... Donc la zone 30, ça va, la voie unique, prête à discuter. Mais le jour... On a eu le cas, vous savez, on a eu le cas... Enfin, c'est pas pour y aller. Je vais vous donner une anecdote. Quand on a décidé de rénover les tunnels, le tunnel Léopold II, on avait une option, c'était soit le fermer une fois pour toutes et travailler jour et nuit, et on en avait pour 1 an et demi de chantier, soit c'était le système qu'on a choisi, parce que fatalement, pour les nafteurs, c'était compliqué, c'était la semaine et de fermer la nuit, le week-end, enfin voilà. Donc, et les grandes vacances, les fermer les 2 mois. C'est ça qu'on a choisi. Voilà. Mais c'est le même système qu'on vous demande pour la gestion de la crise ici, Covid. Ouais. Voilà, c'est un peu de souplesse, un peu de... Voilà, cette politique à la belge qui a tant fait sa réussite, mais que malheureusement on ne retrouve pas très bien, en tout cas ces derniers temps, avec ces comités de concertation. Petite critique de café, alors certains vous reprochent dans vos comités de concertation
de faire du présentiel alors que peut-être vous pourriez très bien faire ça à distance, hein, d'autant plus que vous vous réunissez pour ne rien décider, donc autant le faire à distance, hein, par le télétravail. Non. Normalement... Vous ne pensez pas que ça pourrait être aussi... Non. D'abord, on se réunit régulièrement en distanciel, mais on ne le dit pas. Et donc, on ne communique pas toujours sur nos réunions. On se réunit plus que vous ne l'imaginez. Mais voilà, on peut rester discret sur nos réunions. Sans ça... hein. Mais certains vous reprochent de faire un peu aussi de Mathieu Vu, quoi. Vous êtes à 7 sur le podium, mais non, en c'est plus. Plus le cas, ah ouais. C'est non, pour, pour ne rien décider, pour ne rien déclarer. Ça fait un peu ringard. Non, quoi. le fait, c'est que... Je ne sais pas que c'est ringard. Je pense que le problème, c'est que au début de la crise, on n'imaginait pas qu'on serait un an plus tard encore se réunir comme ça. et non, mais c'est vrai. Et au début de la crise, c'était donné un certain caractère solennel en disant tout le monde serre les coudes pour y aller. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on sait, moi en premier, je dis à un moment donné, est-ce que ça vaut encore vraiment la peine? Mais souvenez-vous, il y a un Codeco, je ne m'étais pas exprimé, qu'est-ce que j'ai entendu? Bruxelles ne dit rien. Alors que si je m'étais exprimé, c'était pour dire la même chose que Di Rupo. Tout à fait. Et oui. Comme il aime bien parler, et voilà, je me suis dit, je vais lui... Et Di Rupo aime bien parler. Non, que dit M. Marot? Je vais lui laisser le bénéfice aux aînés, et donc je vais le laisser parler, voyez-vous. D'accord. Mais donc, je me mais suis Di Rupo aime bien parler, hein, vous dites? Oui. Di Rupo aime bien parler. Ouais. Vous pas? Si, mais je peux vivre mais sans lui un peu plus. Je peux vivre sans devoir m'exprimer. Ouais. Mais lui un peu plus. Chacun a sa personnalité. Très bien. Le centre de Bruxelles, franchement, comme ça on termine avec la région de Bruxelles-Capitale. Non, mais on va terminer par quelque chose de positif. Quand mais même. si on arrive, mais le centre de Bruxelles, est-ce que vous ne pensez pas qu'après, je ne sais pas, 2-3 ans, que c'est... Voilà, on a tué Bruxelles avec ce projet qui a été initié par Yvan Mayer et qui a été poursuivi par... Le piétonnier? Oui, le piétonnier. On a tué Bruxelles, le centre-ville. C'était pas une bonne idée? Non. Écoutez... C'était mal parti depuis le début, c'était mal agencé depuis le début, mal ficelé. Non. Ce qui a mal fonctionné, c'est la communication autour du piétonnier. Il y a eu un côté un peu, on y va, taisez-vous, on a raison. Ça, c'est vrai. Maintenant, moi, je vais vous dire, comment expliquer ça dans la nuance? Je pense que ça a nuit à un certain nombre de commerces. J'en suis convaincu. J'en connais qui, en fait, ont disparu. Corps et bien, parce que une partie de leur clientèle ne traverse plus, en fait. Voilà, non, mais ça, c'est vrai. C'est devenu une barrière psychologique. Exactement. Et moi, en premier... En premier, aussi, en deuxième, après Monsieur le Président. Oui. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, maintenant... Plus au centre-ville. Non, mais allez, je vais dire, grâce à Waze ou d'autres technologies, maintenant, je sais comment rejoindre... Non, mais attendez... Ouais, tout le monde n'a pas Waze, mais bon... allez... vous ne pensez pas qu'on a déplacé le trafic d'une grande avenue vers les petites ruelles adjacentes de l'avenue principale? Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Non. En tout cas, le piétonnier fonctionne, c'est le sentiment que j'ai. On n'a pas le choix maintenant, les gens marchent au centre-ville, ils n'ont pas le choix, Monsieur le Président. Bon, allez, franchement, ça va. Moi, quand je vois les projets immobiliers, commerciaux et autres, c'est une zone qui est en plein boom économique. Non, c'est vrai, je vous assure. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, c'est pas de chance pour eux. Le Covid est arrivé au moment où on arrivait tout doucement à la fin des travaux, et donc on n'a pas pu donner pleinement, je dirais, tout le potentiel du piétonnier. Mais je serais plus nuancé. Maintenant, est-ce que... dans ma vision des choses, est-ce que c'était le nec plus ultra ou le must? Est-ce qu'on aurait pu faire le piétonnier autrement? Qu'il en faille un, je pense que oui. On aurait pu l'imaginer dans l'autre sens. Moi, mais c'est parce que je trouvais qu'en partant de la place des Palais, le Mont des Arts, descendre sur la Grand Place, et faire un petit peu comme l'itinéraire du marché de Noël, de plaisir d'hiver, ça avait du sens. En plus, avec peut-être des zones où le piétonnier fonctionnait le week-end et pas la semaine. En Italie, par exemple, vous avez des piétonniers qui, en fait, où à partir d'une certaine heure, les plots se lèvent, et tout le monde sait qu'à partir d'une certaine heure, ça devient piétonnier, parce que les gens vivent dehors, et donc le soir, ils peuvent venir... Ce sont des messages à M. Philippe Claus, le bourgmestre de la ville de Bruxelles. J'espère qu'il va les prendre en considération, qu'il vous écoutera. Oui, vous avez peut-être une autre vision. Bon, j'imagine qu'il se concertera avec vous. Oui, mais attendez, on va pas faire comme ça avec le piétonnier. Ça. Mais je veux dire on peut prévoir peut-être. Non, mais je dis simplement, une voie pour traverser le centre, je ne sais pas. Oui, mais maintenant, l'aménagement tel qu'il est là ne permet plus ça. Non, ça, je pense, et c'est des choix. Décider.
c'est le rôle du politique aussi. Et donc, et d'avoir une discussion et dire j'ai un autre avis, c'est le droit aussi. Maintenant, la décision a été prise, elle a été mise en œuvre. Voilà, ça ne sert à rien de... Vous êtes le bourgmestre, vous êtes bien sûr le président de la région de Bruxelles-Capitale, mais vous êtes le bourgmestre de la commune des Verts. Et puisque vous êtes président de la région, c'est M. Ridouane Chahid qui fait office de bourgmestre faisant fonction. Exact. Dernièrement, le couple royal était en visite à Evere. Vous n'étiez pas là. C'est Ridouane Chahid, le bourgmestre faisant fonction, qui les a accueillis. C'est normal? C'est normal. D'accord. Oui. Mais moi, j'ai d'autres occasions de rencontrer le couple royal. Quels échos vous avez eu de cette visite? Sa Majesté le roi et la reine. Mais positif, et je trouve ça très très bien. Oui, ça montre aussi que le couple royal reste en phase. Et ces visites-là sont importantes, en ce compris dans la période que nous connaissons. Je pense que le fait de se rendre personnellement en visite aujourd'hui, ça a du sens. Et de ne pas faire que avec son ordinateur, quoi, de faire du distanciel. Je trouve que c'est important. Je pense que eux aussi ont envie, comme tout le monde, de reprendre une vie normale et certainement le souverain de pouvoir reprendre ses visites d'État, de pouvoir vendre la maison Belgique dans le monde entier. Donc ça fait partie aussi de ce qui manque aujourd'hui. Rudy Verwoerd, ça fait presque 1 heure qu'on est en train de débattre ici de Bruxelles et des problèmes de Bruxellois. Non, mais vous êtes en bonne forme. Vous m'aviez dit que vous avez attrapé le Covid, c'est ça? Oui. Enfin, comment ça s'est passé? Bien. Heureusement, tant mieux. Écoutez, oui, on était un certain nombre de responsables politiques. C'était à la même période. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Caroline Désir. Voilà, justement, je posais la question du présentiel. Vous auriez pu continuer à faire du télétravail. Ça vous aurait évité la contamination. On se demande toujours aujourd'hui qui a été le contaminateur. On ne l'a pas trouvé. Non. Certains pensent que c'est moi. Pierre-Yves Jolet pense que c'est moi, qui lui-même l'a passé à Caroline et à Frédéric Dardenne. Moi, je pense que c'est un autre qui me l'a passé. Bon, voilà, c'est pas très important. C'est le risque du métier aussi, pas comme tous les citoyens. Oui, comme tous les citoyens. Et c'est vrai qu'on a une fonction qui nous met, même si vous prenez... c'est la preuve aussi que le risque zéro n'existe pas. Hein, et que même si vous mettez le masque, même s'il y a des moments où parfois... vous pouvez oublier. Donc, il faut être d'autant plus... Dernière question, Monsieur le Président. Comment vous voyez Bruxelles dans 1 année? Voilà, alors, je vais vous laisser terminer sur cette note positive que vous avez tant souhaité. Écoutez, le Bruxelles qu'on aime, tous, un Bruxelles où d'abord on rencontre les autres, on fait la fête, on fait des choses sérieuses aussi, on travaille pour le bien-être de nos concitoyens, pour le développement économique, pour le développement social, pour protéger les plus faibles. Mais tout ça dans une ambiance qui est celle de Bruxelles, à savoir une ville-région qui vit de sa diversité extraordinaire, un modèle incroyable. Et comme je dis, le plaisir d'à nouveau pouvoir aussi serrer ceux qu'on aime dans les bras. Je veux dire, moi, mes parents, ça fait longtemps, et pourtant ils sont âgés, ça fait longtemps, mais il faut les protéger. Et donc c'est tout ça, quoi. C'est une épreuve ce qu'on vit maintenant, c'est une épreuve collective, et il faut se serrer les coudes pour se dire que demain ne peut être que meilleur qu'aujourd'hui. Alors, une question personnelle, Rudy Verwoerd. Respectez-vous la bulle d'une personne? Oui, évidemment. Vous êtes sûr? Évidemment, oui. Pourquoi vous voulez faire un test, comment on appelle ça, le détecteur de mensonges, comme dans les films. Mais vous savez, la question, en fait, je trouve, d'ailleurs, honnêtement... Voilà un commentaire par rapport à cette polémique qui a été née de la réponse de Nollet sur la bulle d'une personne. Lui, il a dit qu'il ne la respectait pas puisqu'il était un être humain comme tout le monde. Non, d'abord, il n'est pas un être humain comme tout le monde, ne fût-ce que par sa fonction et la parole qu'il porte. Et j'ai la faiblesse de croire que s'il l'a dit, c'est parce qu'il voulait le dire. Il pouvait très bien dire non, et après, il fait encore ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas son directeur de conscience. Mais en tant que responsable politique, c'est une valeur d'exemple aussi. C'est de dire, voilà, oui, évidemment, si on commence tous à dire, oh, ben non, et vous allez, moi demain, on est à 20 avec des copains, mais allez, c'est quoi ça? Je veux dire, comment voulez-vous avoir une parole qui porte si tout le monde sait bien qu'en fait, non, ça ne va pas. Et donc, je trouve que là, il y avait, en fait, je pense, la recherche d'un coup politique. Tout simplement. Parce que si vous regardez tout le week-end, il y a eu beaucoup d'expressions de la famille politique de M. Nollet dans ce sens de la réouverture. De la réouverture. Il y a eu une carte blanche de Christos Zoulkeridis sur la réouverture, le monde culturel. Il y a eu, je dirais, une convergence d'une vision qui, en fait, se disait peut-être que maintenant il était temps de sortir de la rigueur. Ce que le MR fait depuis longtemps, hein, et donc d'aller sur ce terrain-là, comprenez? Et donc ça,
je pense que ça, c'était sans doute le pas trop loin. D'autant plus que si vous regardez le résultat de ce qu'on a décidé vendredi, c'est assez frustrant pour ceux qui se disaient « Ah, peut-être qu'on va pouvoir augmenter la bulle ». Et c'est vrai, Marius Gilbert disait aussi qu'il trouve que cette bulle, c'est excessif. C'est vrai, mais c'est la règle aujourd'hui. Hein, c'est la règle aujourd'hui, et donc elle trouve à s'appliquer. Maintenant, ça a été décidé à un moment où on était au début de la deuxième vague. Et comme je dis toujours, dans les mesures de ce type-là, c'est toujours plus facile de fermer que de rouvrir. Parce que fermer, vous avez toujours de bonnes raisons pour dire, voilà, les chiffres sont là. Mais quand est-ce que je vais décider qu'on va passer à 2, à 4, à 6, à 10 ? Et donc ça, c'est... mais ceci dit, encore une fois, dans les mesures de bulle, il y avait aussi, dans le planning, des ouvertures de bulles. On verra les prochaines réunions du comité de concertation, qu'est-ce que vous allez en décider. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était avec nous le socialiste Rudy Vervoort, président de la région de Bruxelles-Capitale et bourgmestre de la commune d'Evere. Je vous remercie beaucoup d'avoir d'abord répondu à notre invitation, d'avoir débattu sur des choses sérieuses, très graves parfois, mais avec parfois une pointe d'humour. Il le faut aussi, hein. L'humour, oui, pour moi c'est indispensable. Indispensable maintenant. Espérons qu'on se retrouvera dans d'autres circonstances bien plus agréables que cette période du Covid. D'ici là, moi je vous donne rendez-vous dans une autre émission Tijini Talk. Wa aqulu lakum ma salama.